Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voyons ensemble le sommaire de ce journal. La ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant fête Dr Honoris Causa par l'Université de Franche-Comté en France. Ramata Libakayoko a reçu sa distinction le vendredi 13 décembre dernier lors d'une cérémonie qui a réuni une centaine de personnes. Les détails en début de journal. En Côte d'Ivoire, leur travail bien fait a également été récompensé hier. 93 acteurs du secteur de la communication ont été décorés. Ils sont commandeurs dans l'ordre du mérite de la communication, officiers ou chevaliers, une initiative du ministère de la Communication et des Médias. Enfin au Niger, le discours à la nation du président de la République pour la fête nationale. Mahamadou Issoufou a rendu hommage aux 71 soldats morts dans la récente attaque de Inates. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Cette traditionnelle rencontre de l'équipe gouvernementale a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. À noter aussi que le président de la République de Côte d'Ivoire va procéder cet après-midi à l'inauguration de 2 infrastructures, le siège du Sénat et le centre hospitalier régional de Yamoussoukro, entièrement rénové. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Ce ministre participe également aux différentes rencontres gouvernementales. Et le vendredi 13 décembre dernier, Ramata Libakayoko a eu l'honneur et le bonheur d'être faite Dr Honoris Causa par l'Université de Franche-Comté en France. Il s'agissait pour ces universitaires français de distinguer cette personnalité humaniste et engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Serge Collia. Cité des Arts de Besançon en France, il est 14h30 ce vendredi 13 décembre. Tout le Gotha de la région académique Bourgogne-Franche-Comté est mobilisé pour la remise du titre Dr Honoris Causa au professeur Ramata Libakayoko, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, première femme, présidente d'université en Côte d'Ivoire, première femme, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Après Abdou Diouf, c'est la deuxième personnalité africaine à recevoir cette distinction. Selon le professeur Jacques Bailly, président de l'Université de Franche-Comté, le titre honorifique de Dr Honoris Causa est considéré comme l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités et établissements français d'enseignement supérieur et de recherche. Il vise à souligner l'œuvre d'une personnalité éminente ainsi que son implication au sein de la communauté. Ce titre honoris causa vient confirmer le modèle inspirant que vous êtes en tant que femme africaine, en tant que chercheuse internationale, en tant que ministre ivoirienne, modèle pour toutes les femmes, pour les jeunes générations, et ce, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Pour le professeur Macha Lemsi, marraine de cette distinction, le professeur Ramata Libakayoko est un modèle de femme africaine compétente qui a démontré qu'une femme peut accéder en Afrique à de hautes fonctions et exercer avec brio. Moment solennel, la remise du diplôme et des insignes. Émue par tant d'égards et d'estime, la récipiendaire a rendu hommage à toutes ces personnalités et proches qui ont contribué à son ascension. Une ascension aujourd'hui reconnue au niveau international. Il nous plaît de témoigner notre gratitude à la prestigieuse Université de Franche-Comté, à son président et à toute son équipe pour leur heureuse initiative qui, par-delà notre personne, honore notre pays, ses plus hautes autorités, la communauté universitaire nationale, notre famille, nos collaborateurs, nos amis. En des termes élogieux, le recteur de l'Académie de Besançon, chancelier des universités, a égrené la liste des actions du professeur Ramata Libakayoko. Avec à son actif une dizaine de distinctions ivoiriennes et étrangères, le professeur Ramata Libakayoko a largement contribué au développement de la recherche en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'émotions également hier dans la commune de Cocody. En effet, 93 acteurs du secteur de la communication
ont été décorés. Certains ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de la communication, d'autres officiers ou chevaliers. Une initiative du ministère de la Communication et des Médias. Franck Quadio. Une soirée chic, du glamour aussi, mais surtout la reconnaissance du mérite. 93 personnalités du monde de la communication distinguées dans l'ordre du mérite de la communication. Une première. Cette cérémonie s'inscrit dans la droite ligne de la politique de célébration de l'excellence que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, met en œuvre depuis son avènement à la tête de l'État. Pour lui, il faut récompenser les meilleurs d'entre nous, dans nos domaines d'activité respectifs. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Communication et des Médias, reconnaît aujourd'hui vos mérites distingués dans le domaine qui est le vôtre. Elle honore plus particulièrement vos actions en faveur du développement harmonieux de notre noble secteur, ce qui vous vaut d'être distingué ce soir. Des anciens ministres de la Communication, le ministre Ahmed Bakayoko, par exemple, ministre d'État en pêche, sera décoré plus tard. Bruno Namanye Kone, Martine Kofi Studer, Lévi Niamke, Diakité Koti Suleiman, Auguste Miremont, mais aussi Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine. 23 officiers, Clémentine Tikida, première présentatrice du journal télévisé en 1960, Abiba Dambélé, Georges Taï Benson, Venance Konan, Bouaka Pascal et Siloué Salimata Konaté, entre autres, sans oublier les chevaliers au nombre de 65, Eugène Atoubé, Adou Jean Martial, Marie-Catherine Kouassi, Brokodan Bertin, Mariam Koulibaly, Eve Bouetao et à titre posthume, le réalisateur de la RTI, Kwadio Kofi Sakra, récemment décédé. Des récipiendaires heureux, cette distinction revêt pour eux un caractère particulier. La distinction de ce jour nous conforte encore plus dans la voie que nous avons choisie, celle de la détermination dans le travail, le professionnalisme, la responsabilité en toute humilité. Secteur extrêmement difficile. Nous avons mené quelques actions qui, aujourd'hui, continuent de porter des fruits. Nous tirons de cette décoration une réelle fierté et je voudrais remercier le ministre de la Communication et des Médias pour y avoir pensé. Je suis arrivé dans cette maison précisément le 1er juillet 1978. Ça fait exactement 41 ans. Donc je pense que c'est le travail de ces 41 années qui est récompensé aujourd'hui. C'est toujours important de reconnaître le mérite des uns et des autres. J'avoue que j'ai été agréablement surprise, très honorée d'avoir été distinguée. Je mets Dieu en premier parce que dans Jean 15,5, il a dit « Je suis le cep et vous les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est grâce à Dieu que je puis faire ce que je fais. J'aimerais lui rendre hommage, toute la gloire. J'ai commencé par la RTI en gravitant tous les postes de chef de service, directeur DGA de la RTI pour me retrouver aujourd'hui directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Donc c'est vraiment le couronnement de tout ce chemin-là. Valoriser le travail, le talent, mais aussi les différents secteurs de la communication. Cette année, les correcteurs de presse sont sous les projecteurs. André Firmin, président de l'Union nationale des professionnels de la correction de Côte d'Ivoire, est intervenu sur le thème « Le droit à l'information, zéro faute ». Rappelons que l'instauration de cette distinction est partie du décret présidentiel de 2015 instituant un ordre du mérite de la communication. Cérémonie de distinction aussi du côté du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 301 éléments de la police, tous grades confondus, ont été décorés récemment par le général Vagondo Diomandé. Les moments forts de cet événement avec Abou Sanogo. 301 personnels de la police nationale, tous grades confondus, dont des blessés en service commandé et personnels du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, distingués à l'École nationale de police par le ministre Vagondo Diomandé. 54 femmes et 247 hommes ont reçu respectivement les médailles d'honneur de la police nationale avec palme, les médailles d'honneur de la police nationale et la médaille d'officier de l'ordre national. Une reconnaissance pour avoir servi avec probité, exemplarité l'État de Côte d'Ivoire. Les récipiendaires encore en activité me chargent de vous réitérer leur engagement de continuer à travailler avec exemplarité afin de toujours bénéficier de la confiance de la nation. Je voudrais au nom de l'ensemble des récipiendaires vous remercier et vous assurer que nos collaborateurs, les chefs de service
à quelque niveau qu'ils se situent, appliqueront vos consignes dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom des personnels de la police nationale, je souhaite la pérennisation de ces moments de décoration qui vont davantage motiver et encourager les personnels de police nationale. Selon le ministre Vagondo Diomondi, ces distinctions s'inscrivent dans sa vision de magnifier les plus méritants. J'ai la responsabilité de mettre fin aux actions de tous ceux qui ternissent l'image de la police nationale et également et surtout de célébrer ceux qui redorent le blason de notre police. Je compte sur vous pour faire passer le message d'une police proche des populations. Par ailleurs, les fonctionnaires de police appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont été honorés par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomondi. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique fait des heureux le 14 décembre dernier. Elle a en effet procédé à la remise des clés aux premiers bénéficiaires du projet immobilier du Trésor. 505 agents pour cette première vague. Les détails avec Nadia Edja et Cheikh Koné. 14 décembre 2019, un jour à marquer d'une pierre blanche pour les agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. En effet, après la pose de la première pierre de cette cité des agents du Trésor public à Sébiayao, dans la commune de Benjerville, 505 logements viennent d'être achevés. Les clés leur ont été remises. Merci, cher patron, pour ce cadeau de Noël avant l'heure. Grâce à vous, nos jours et nos nuits seront désormais plus paisibles, car vous nous permettez de résoudre l'une des principales problématiques de la vie. Baptisé à Saoré Konan Jacques en hommage au directeur général de cette régie financière, cette cité aura en son sein 941 maisons. Ce projet de logement pour les agents du Trésor comprend des logements de type A, villa basse de 4 pièces, des logements de type B, villa basse de 4 pièces et des logements de type C, duplex 4 pièces. Ce projet immobilier est une initiative du directeur général du Trésor qui implique dans sa gestion un volet social. Cette opération vise à offrir à chacun des 4000 agents du Trésor public et à leurs familles un logement décent à la hauteur de leur rêve légitime d'avoir un toit. C'est donc un directeur général comblé qui constate qu'un an seulement après la pose de la première pierre, plus de 590 maisons sur les 941 attendues sont sorties de terre, dont 505 sont prêtes à être habitées. La cérémonie de remise des premières clés s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances. Il a encouragé cette initiative qui s'inscrit dans l'une des priorités définies par le gouvernement. L'habitat est une question qui tient particulièrement à cœur au chef de l'État qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a eu de cesse de repenser la question du logement ivoirien. En témoigne le lancement dès 2013 du programme présidentiel de construction de logements sociaux. La dernière tranche des maisons de cette promotion immobilière sera livrée dans les meilleurs délais. Dans l'actualité aussi, le deuxième séminaire annuel de la cellule de coordination du système d'information énergétique de la Côte d'Ivoire. Les participants ont fait le bilan des activités 2019. Les explications, Nadia Edja et Jean-Louis Gbangbo. La production énergétique de la Côte d'Ivoire est composée à 61% de biomasse, 18% d'énergie primaire et 3% des sources d'énergie que sont l'hydroélectricité, le pétrole brut et le gaz. Des statistiques fiables réalisées grâce au système d'information énergétique CIE-CI. Lancé en 2018, les experts membres de cet organe tiennent leur deuxième séminaire annuel. L'utilisation d'une ressource de façon durable nécessite une connaissance certaine des disponibilités physiques et potentielles, son mode de production et de transformation et de sa consommation pour en assurer la pérennité au bénéfice des générations présentes et futures. Le CIE-CI est la déclinaison du CIE de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIE-UEMOA. Ce système communautaire a connu des avancées notables en 5 ans d'existence avec, entre autres, la conception d'un portail web et l'intégration des données énergétiques sur la plateforme. La qualité du CIE-UEMOA est tributaire de la fiabilité des données qui y sont intégrées.
Aussi, je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour surmonter les obstacles à la collecte et au traitement des données. Selon les données d'ici UEMOA, l'Afrique consomme peu d'énergie en comparaison à son poids démographique. Par exemple, malgré une part de production de 12,4% du pétrole mondial, le continent ne consomme que 3,4% de cette même ressource. Mounir Diawara, Cabran Kona et Brahima Bamba sont les 3 nouveaux membres du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des télécommunications du Côte d'Ivoire. Ils ont prêté serment il y a quelques jours à la cour d'appel du palais de justice de la commune du Plateau. On en parle avec Cheikh Koné. Par cette prestation de serment devant le président de la cour d'appel du tribunal du Plateau, ces 3 nouveaux membres du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, Mounir Diawara, Cabran Kone et Brahima Bamba, s'engagent à remplir fidèlement les fonctions qui leur seront assignées. Un sentiment de fierté, une mission assez noble et exaltante. C'est une nouvelle expérience. Être membre de la RTCI, c'est vraiment le niveau suprême au niveau de la régulation des télécommunications. Donc je suis sincèrement fier. On a 3 missions. La régulation concerne à prendre les bonnes décisions dans le secteur pour faire évoluer le secteur. On a aussi une mission de juridiction puisque nous devons trancher en premier ressort tous les litiges entre les opérateurs ou entre opérateurs et consommateurs. Et enfin, on est aussi le conseil d'administration de la RTCI, l'agence de régulation, donc une mission d'administration. Je vais utiliser mon expérience et mon expertise. Et puis avec les 6 autres membres du conseil, et notamment le président du conseil, je pense qu'on a un panel de compétences et d'expériences variées qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions et essayer de faire avancer les choses. Le conseil de régulation de la RTCI est un organe collégial. Il est composé en tout de 7 membres, dont le président Diakité Koti Souleymane. Ses missions, superviser l'application des règles qui régissent les télécommunications et donner des instructions aux acteurs du secteur. Toujours en Côte d'Ivoire, la grogne des transporteurs routiers de marchandises. Ils ont dénoncé hier une concurrence déloyale, notamment certains industriels qui ont recours à des camions non immatriculés en Côte d'Ivoire pour décharger leurs navires. C'était lors d'une conférence de presse tenue dans la commune de Marcory. Plus de détails avec Lanciné Bakayoko. Eux, ce sont les propriétaires de poids lourds spécialisés dans le transport des marchandises en vrac, comme le ciment, les céréales, les engrais et les minerais. Ces opérateurs économiques nationaux sont très remontés contre les camions à immatriculation étrangère qui dévorent les routes nationales et font des livraisons au mépris des itinéraires imposés par les dispositions communautaires. Ils viennent au niveau du port, ils transportent des produits jusqu'à l'usine à Yepougon. Mais nous, on ne peut pas être en jour, que eux, ils ne sont pas en jour. Ils viennent concurrencer, c'est notre territoire, ce n'est pas intéressant. En attendant la reprise en main de la situation, rien n'arrête ces camions étrangers, parfois en surcharge, qui siphonnent des parts de marché aux opérateurs locaux. Les dispositions que nous allons prendre ensemble consistent à tout mettre en œuvre pour que les lois qui régissent donc le secteur du transport au plan national et au plan communautaire, que ces lois soient respectées. Pour le Haut Conseil des transporteurs, c'est une question de survie. D'autant que la persistance de ces dysfonctionnements pourrait avoir un impact considérable sur les prix, la rentabilité et surtout la compétitivité des entreprises nationales. Quand il y a la concurrence déloyale, la question du sabotage des prix intervient. La question de la déstabilisation du marché du transport intervient. La question du transport pour compte propre intervient. Et ce sont ces facteurs que nous sommes en train de combattre pour que véritablement chaque transporteur, en respectant les dispositions réglementaires, puisse rentabiliser son affaire. Les opérateurs du secteur ont à l'occasion été renseignés sur le dispositif mis en place par l'État en vue de la modernisation du parc automobile à travers le Fonds de développement des transports routiers. Au chapitre santé, la célébration officielle de la Journée internationale des aides soignants. Cérémonie dans la commune du Plateau en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele. Objectif, reconnaître le travail des aides soignants. Astou Touré.
Premier contact des patients, agent incontournable dans la prise en charge du malade, le rôle de l'aide-soignant est de mettre le patient en confiance et rester à son écoute. Pour saluer ce travail remarquable au profit de la population, la Journée internationale des aides-soignants est célébrée. Occasion pour eux de faire le bilan des actions réalisées et d'en dégager les perspectives. Aujourd'hui, on nous utilise à beaucoup de tâches, ce qui fait que notre tâche régalienne est laissée pour compte. Alors nous voulons combattre cela, permettre aux aides-soignants de revenir à leurs tâches régaliennes, prendre en charge le malade, la prise en charge psychologique, physique et mentale du malade, être aux côtés du malade. Cette rencontre était aussi l'occasion d'investir officiellement la présidente de l'association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire. Je veux parcourir toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser tous les aides-soignants et les auxiliaires de santé. L'accueil dans les hôpitaux, ça fait du bien déjà aux malades de guérir une fois qu'ils voient l'aide-soignante lui sourire. L'accueillir comme il faut, parce que l'accueil, ça guérit. En cette journée de célébration, le ministre Akawele a invité les aides-soignants à réserver un meilleur accueil aux patients. L'ensemble des agents de la santé, c'est de leur apprendre certainement ce qui ne s'apprend pas à l'école, mais qui fait partie de la vie au quotidien. Aimer son prochain comme lui-même, c'est-à-dire le respect, l'amour pour le malade qui se présente. Quand un malade se présente, la première des choses, c'est de l'accueillir avec fraternité, avec amour. Mais avant ça, vous devez être présent à votre poste. Kilefa Ouattara entend œuvrer pour la formation et la sensibilisation des agents partout en Côte d'Ivoire. Les professionnels de la santé et autres experts se sont réunis récemment à Abidjan pour échanger sur l'amélioration de l'état de santé des populations. C'était lors du tout premier congrès de santé publique organisé par l'Institut national de santé publique. Rencontre en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, Davis Oyo et Issa Yeo. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont menées par le gouvernement dans la prise en charge des malades. On peut citer les centres des premiers contacts, les centres communautaires et les centres hospitaliers universitaires. Pour améliorer cette approche, tant dans l'aspect curatif que préventif, l'Institut national de santé publique, INSP, a initié le premier congrès de santé publique autour du thème « Approche populationnelle de santé ». Dans notre pays, comme la plupart des pays africains, nous sommes dans une phase de transition. Nous passons des maladies infectieuses vers ces maladies dites non transmissibles et quelquefois on appelle les maladies chroniques. Malheureusement, le système que nous avons en place, c'est un système qui a besoin aujourd'hui de dépasser le seul domaine de l'hôpital, qui doit faire appel à d'autres spécialistes pour que ces personnes qui souffrent et dont la prise en charge doit se faire sur le long terme puissent recouvrer vraiment une santé. Pendant 2 jours, les experts de la santé publique nationaux et internationaux ont réfléchi sur le volet préventif en vue d'éliminer définitivement certaines pathologies. Une rencontre scientifique qui cadre bien avec la vision de la tutelle. La santé n'est plus uniquement perçue comme un but en soi, mais aussi comme une richesse individuelle et collective, un capital pour le développement socio-économique des individus et de la collectivité. Le gouvernement ivoirien ne peut que se féliciter de l'organisation de ce premier congrès de santé publique au sein de notre Institut national de santé publique. Pour mieux faire connaître les atouts de notre institution, mais aussi pour mieux faire partager les résultats des interventions et de la recherche obtenues dans le domaine de la santé des populations. Ce premier congrès de santé publique a réuni une centaine de participants venus de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Les résultats des travaux vont contribuer à améliorer la couverture maladie universelle, CEMU, qui a démarré depuis quelques mois en Côte d'Ivoire. Une collecte de fonds pour financer la construction d'un centre ophtalmologique ultramoderne. Elle a été organisée récemment par le Lions Club International pendant un gala de bienfaisance. Chris Dumondé et Franck Quadio. Une collecte de fonds
au cours d'un gala de bienfaisance pour bâtir un centre ophtalmologique ultra performant en Côte d'Ivoire. L'initiative lancée par le Lions Club International vise à aider de nombreux patients atteints de maladies des yeux. Nous voulons vraiment que nos populations puissent avoir les centres, les unités nécessaires pour pouvoir donc endiguer ce fléau et donc réduire les causes de cécité. Ce gala est une réponse de la société civile dans le prolongement de la politique sociale du gouvernement ivoirien. Pour les parrains, cette initiative viendra sauver des vies. Les affections ophtalmologiques constituent des priorités pour le gouvernement. Donc nous avons besoin vraiment de prendre en charge les malades atteints d'affections ophtalmologiques. Tout cela s'inscrit en tout cas dans la dynamique d'accompagner tout ce que les Lions font dans le sens d'aider la population. Des actions de ce genre sont à saluer et à encourager. Le ministre de la Promotion des PME exprime la gratitude du gouvernement aux organisateurs. La pathologie évoquée par le Lions Club, c'est-à-dire donc le centre ophtalmologique, est une pathologie dont on a besoin dans le développement de la santé au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons qu'être heureux et féliciter le Lions Club qui vient en appui donc à la communauté dans un certain nombre de projets et surtout au niveau des projets de santé et d'éducation. Pour la construction de ce centre ophtalmologique et son équipement, il faut au total la somme de 250 millions de francs CFA. Pour rappel, le Lions Club International est l'une des plus grandes organisations philanthropiques au monde et rassemble plus de 1 456 000 membres bénévoles répartis en 47 000 clubs dans plus de 200 pays. Autre actualité, l'organisation non gouvernementale Nouvelle Génération de Leaders Africains International prépare activement son 3e forum. Cette rencontre va se tenir en 2020, mais avant, des réflexions sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes Africains. C'est un reportage de Abdoulaye Koné. Éducation, formation, emploi, c'est le triptyque autour duquel s'articule l'atelier régional préparatoire de l'ONG NIGAF et ses partenaires. 72 heures, c'est le temps que prendra cette rencontre d'échange liée à l'épanouissement de la jeunesse et du continent africain à travers ses forces vives. Il s'agira de faire cette année l'état des lieux et surtout des recommandations fortes sur le forum de mars 2020 qui est sous l'appui institutionnel de la CEDEAO. Il s'agira pour nous de faire sortir des recommandations pour savoir quels sont les réels besoins que nous aurons en 2020, de sorte que les autorités compétentes soient saisies. La CEDEAO a mis en place sa vision 2010-2020, qui était une vision qui va donner l'émergence. Et aujourd'hui, c'est très important que la société civile fasse un état des lieux et surtout propose un autre agenda concerté avec nos institutions pour l'après 2020. L'ONG NIGAF est la fêtière des leaders africains et des diasporas. Elle est représentée dans 68 pays issus de 4 continents. Les résolutions de cet atelier seront présentées aux différents gouvernements et partenaires de l'organisation. Ce livre prône l'humilité et l'amour. Pantaré, c'est le titre, a été écrit par Didier Beken Kokobé, pasteur de l'église méthodiste. Cet ouvrage d'environ 300 pages a été présenté récemment au grand public. Le point avec Pacom Didi et Abdoulaye Koné. Pantaré, tout passe en grec, est la toute première œuvre de Didier Beken Kokobé. Ce pasteur de l'église méthodiste est l'auteur d'un récit romanesque de 252 pages dans lequel il dénonce certaines tares de la société, des tares comme l'inanité morale, la gabégie, la frivolité et la désacralisation de l'homme. Dans Pantaré, l'église n'est pas épargnée. Le pasteur Didier Beken Kokobé évoque la démission de celle-ci. Pour l'auteur, l'humain ne doit pas se servir de Dieu, mais plutôt servir Dieu. Il est important d'utiliser tous les supports, tous les genres littéraires, à l'effet d'atteindre la cible dans l'accompagnement pastoral et de mettre des balises éthiques. Et c'est pourquoi j'ai choisi le style du roman pour véhiculer un message. À travers cet écrit, de recadrer les uns les autres afin que, humblement, nous puissions bâtir le vivre ensemble et nous puissions bâtir une société qui est le reflet de la pensée de Dieu. Pantaré
Cette œuvre de 2 chapitres prône l'humilité, l'amour et la sanctification. À travers cet ouvrage, l'auteur veut démontrer que l'Évangile est la réponse adéquate pour l'évolution des bonnes mœurs dans notre société actuelle. Didier Bekay-Kokobé rend également un hommage à son défunt père en photo de couverture de l'ouvrage. L'actualité hors de chez nous à présent. Le président Mahamadou Issoufou a prononcé hier son discours à la nation à l'occasion de la fête nationale du Niger. Le chef de l'État nigérien a annoncé la création d'un fonds pour les pupilles et veuves des 71 soldats morts dans l'attaque terroriste de Inates. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.